Bonsoir à tous et à toutes. On est vraiment très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle table ronde qui est organisée par l'équipe de l'Observatoire Pharos. Juste quelques petites précisions en termes techniques. Donc, une fois que vous aurez fini votre intervention, n'hésitez pas si vous voulez couper votre micro. Et au niveau des questions, on les prendra sur la conversation. Pardon. Petit problème technique. On a un petit problème technique Je disais donc par rapport aux questions, n'hésitez pas à les mettre sur le chat et ensuite on les prendra une par une, on répondra à la fin de la table. Donc, je suis très heureuse d'accueillir nos invités ce soir. Donc, cette 5e table ronde s'inscrit dans une série de conférences que l'association l'Observatoire Pharos a organisées depuis septembre dernier sur des thématiques qui ont été portées par les observateurs et observatrices juniors de l'association. Les précédentes conférences portaient notamment sur la France, sur la recomposition identitaire dans le Sahel après les élections, ou encore le pluralisme dans la région des Grands Lacs. Et donc, c'était une occasion de discuter de ces sujets avec de nombreux professeurs et experts. Donc, pour poursuivre dans cette dynamique, Corentin Nicolas, qui est observateur junior sur les diasporas, Bonjour. Et moi-même, observatrice junior sur l'Inde, avions la volonté de lancer une réflexion sur la complexité du pluralisme culturel et religieux dans nos sociétés, à travers le rôle des diasporas dans le monde. Et cette table ronde sera également ponctuée par l'intervention de notre observatrice référente sur l'Inde, Anouk Carcignol, qui n'a pas pu être présente avec nous en direct, mais que nous avons pu enregistrer. Et donc, en nous interrogeant sur le sujet de cette table ronde, nous avions pensé le sujet des diasporas comme étant assez riche et aussi peu exploré par l'Observatoire. Et donc, les flux migratoires ont toujours existé dans l'histoire de l'humanité. Alors, on est en droit de se demander d'où vient ce concept de diaspora. Donc, alors, les diasporas contribuent à l'enrichissement culturel d'un pays grâce à l'apport de leurs propres histoires et entretiennent des liens complexes avec leur pays d'origine. Alors, l'origine du terme diaspora est assez contestée finalement. Si pour de nombreux historiens, le terme diaspora s'apparente à l'exil de la population juive à travers le monde, dû notamment aux persécutions subies lors de l'Antiquité, le sociologue français Stéphane Dufoy évoque plutôt des raisons religieuses et mythologiques. Alors, le Dieu serait celui qui disperse le peuple prêcheur et celui qui rassemble les dispersés. Dans la Bible, on pense notamment aux épisodes de la tour de Babel ou de l'exil d'Abraham. Ce n'est que plus tard que le terme diaspora a fait écho à l'exil de la population juive, la destruction de Jérusalem en moins 587. Et c'est la définition du terme qui est alors marquée par les études sur la population juive, en fait. Ce n'est qu'après, longtemps après, dans les années 50, 1950, 1960, que le terme de diaspora perd cette connotation religieuse, mais également son rapport avec cet état d'exil forcé. Et bien 10 ans plus tard que les sciences sociales s'emparent du terme pour désigner 4 groupes en particulier, donc les personnes d'obédience juive, les personnes d'origine africaine, les Palestiniens et la population chinoise. Stéphane Dufoy distingue également 3 types de définitions de ce terme. Donc la première définition est assez ouverte, elle désigne des groupes ethniques minoritaires installés dans des pays d'accueil qui maintiennent des liens avec leur pays d'origine, que l'on surnomme homeland. La seconde définition implique une classification par critères précis, donc ça peut être la langue, la culture, la religion. Et la troisième est dite oxymorique, c'est-à-dire qu'en fait elle prend en compte l'identité paradoxale d'un groupe. C'est sur cette définition que nous allons discuter ce soir. Alors, pourquoi cette question de diaspora est intéressante à étudier dans le cadre du pluralisme culturel et religieux? Et donc, on l'a constaté ces derniers mois, ces dernières semaines, la mondialisation des mouvements antiracistes a démontré la persistance des problématiques identitaires, notamment dans les pays en Occident. Et elle a également mis en lumière un sentiment d'exclusion d'individus de communautés étrangères qui ont été longtemps installés dans ces pays. Et donc, au-delà de cette émergence d'un véritable questionnement du respect des diversités culturelles et religieuses, nous avions aussi la volonté de réfléchir aux complexités qui sont socio-économiques, politiques et identitaires propres à ces groupes. Et si on comprend aisément les problématiques de cet état de migration, on peut aussi se poser la question de qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui se passe lorsque ce corps diasporique rentre finalement dans son pays d'origine. Et dans ces conditions-là, comment on peut se situer, se définir lorsqu'on a été sujet de ce déplacement, et quelle est l'identité qu'on peut adopter, comment interpréter son existence, son appartenance, et comment au final on s'approprie ou on se réapproprie cet espace. Nous aurons donc l'occasion de revenir à ces questions avec notre invité, mais avant tout, nous allons vous passer quelques images pour évoquer la migration de retour et de proposer notre définition de la migration de retour. What country do you come from? I'm Palestinian.
Palestinian. I've never seen a Palestinian. Une diaspora est une micro-société au sein d'un pays hôte. Si dans certains cas, ces entités visent bien le déracinement, parfois le retour au pays semble inévitable. Avec 2 mecs de mon régiment, on va ouvrir un resto à Tel Aviv, dans un ancien atelier de confection qu'on va retaper. Quand tu pars, tu vas pas mettre dans ta valise. Ce phénomène s'appelle la migration du retour. Il en existe 2 types. La migration forcée, d'une part, elle implique le plus souvent des réfugiés politiques et économiques, c'est-à-dire que le rapatriement de ces personnes est organisé par le pays hôte, faute de pouvoir les accueillir. Et nous avons la migration volontaire, d'autre part. Madame, j'ai besoin de votre billet et de votre passeport. Dans ce dernier cas, cette population peut être un très bon levier politique et économique pour le pays d'origine. Certains pays, comme le Ghana, ont lancé ces dernières années des campagnes afin d'encourager le retour de leurs ressortissants. We're building on the foundations of the year of return to a new level. The next stage of our re-engagement with the African diaspora, with the theme Beyond the Return. Tantôt surnommés Olim en Israël, Oralman au Kazakhstan ou Dekasegi au Japon, ces populations jouissent le plus souvent d'un statut particulier dans leur pays. Selon les chiffres de l'Organisation internationale des migrations, ils étaient déjà près de 65 000 à bénéficier d'un programme spécial de retour volontaire dans leur pays d'origine en 2019. Un chiffre qui a néanmoins évolué depuis la crise du coronavirus, notamment à cause de la politique de rapatriement de certains pays. Comme le montrent ces images et donc aussi l'angle qu'on a choisi, c'est donc la migration de retour et donc essayer de l'évoquer sur différentes cultures, sur différents formats et le format artistique et le format cinématographique. Et nous avons également vu sur des politiques publiques qui ont été prises par des États. Et donc l'idée, ce serait de s'interroger sur est-ce que la migration de retour, au final, peut être considérée comme un échec de l'intégration ou des modèles de société plurielle. Et au final, est-ce que les migrations de retour aussi nous renseignent sur les dynamiques complexes d'identité dans les sociétés plurielles? Et donc, pour évoquer cette question-là, nous avons découpé notre table ronde en 2 grandes parties. Et donc, une partie sur les raisons du départ et aussi le moment du départ. Et ensuite, une deuxième partie sur l'intégration et la réintégration des diasporas dans leur pays d'arrivée, d'origine. Et pour évoquer toutes ces questions assez denses et assez complexes, nous avons pensé à vous. Donc, tout d'abord, Madame Flao, bonsoir. Donc, vous êtes démographe, vous avez travaillé sur les facteurs et tendances des migrations internationales et africaines, notamment sur les migrations de retour et les effets sur les structures familiales en Afrique. Vous avez conduit des travaux de terrain au Sénégal, en République démocratique du Congo, au Burkina Faso, au Maroc. Vous êtes post-doctorante de l'Université d'Oxford et vous avez obtenu un poste permanent de chercheuse à l'Institut national de recherche pour le développement. Est-ce que j'ai tout dit? Est-ce que tout va bien? Parfait. Nous accueillons également M. Janica, qui est enseignant-chercheur à l'Université d'Angers et qui est l'auteur de la thèse Psychologie et psychopathologie de la migration de retour, du non-retour et de l'entre-deux migratoire, et qui a été donc présentée en 2019. On est très content et content de vous accueillir pour cette table. Merci, bonjour. Bonjour, merci à vous d'être là. Et nous accueillons donc Madame Lavigne. Vous êtes autrice et scénariste et vous avez réalisé plusieurs longs métrages dont La nuit, elle danse, sorti en 2011, et Retour en Amérique en 2008. Vous avez notamment travaillé sur les migrants de retour sénégalais et réalisé des entretiens qui constitueront la base de votre prochain film d'animation qui s'appelle L'Inachevé. Donc nous allons maintenant commencer à évoquer les raisons du départ et donc le moment du départ. Et donc je laisse la parole à Corentin. Justement, Madame Lavigne, vous venons à peine d'évoquer votre profil. Vous avez, comme l'a dit Pamela, vous avez travaillé notamment sur la condition des femmes en Égypte. Et vous intéressez actuellement du coup à la question de la migration de retour, donc avec notamment votre film L'Inachevé, film d'animation, si je ne me trompe pas. Quelle a été votre démarche pour réaliser ce film? C'est par hasard que j'ai découvert l'ethnopsychiatrie qui a été pour moi une révélation enthousiasmante et une sorte d'antidote à mes malaises de citoyenne, tout simplement. Puis, donc, je me suis intéressée pour un scénario de long métrage de fiction au travail qui se faisait au Canada auprès des populations migrantes. Et donc, on s'intéressait aux difficultés liées au parcours migratoire dans les cliniques
de psychiatrie transculturelle. Et en fait, j'étais vraiment émerveillée par cette approche parce que pour résumer, j'apprenais que autre référente, donc autre maladie, donc autre guérison. Et je trouvais qu'il fallait qu'on en parle et que ce soit connu dans nos sociétés parce que je trouvais ça extrêmement riche comme accueil de l'autre. Et c'est en m'intéressant donc à ce qui se faisait dans ces cliniques que j'ai rencontré un psychiatre sénégalais qui m'a dit, mais si tu t'intéresses à l'ethnopsychiatrie, tu dois aller au Sénégal. Et, et donc, je me suis dit, mais tu sais, quelle population je peux approcher au Sénégal pour observer le travail qui se fait de guérison à la rencontre des disciplines, donc où les gens peuvent, dans leur parcours thérapeutique, autant aller voir un guérisseur que consulter un médecin et que tout ce mélange-là allait se mettre ensemble. Et comme dans l'actualité, ben, je voyais, mais c'était déjà il y a longtemps, c'était quand même il y a déjà 7 ans. Et donc, je me suis dit, mais les gens qui ne parviennent pas à arriver ou qui s'en retournent parce qu'ils ne sont pas heureux, parce qu'ils n'arrivent pas à faire leur place en Europe ou au Canada, qu'est-ce qui arrive quand ces gens-là reviennent? Et donc, mais il n'y avait pas vraiment de documentation, de littérature à ce sujet-là, à ce moment-là. Donc, je suis vraiment partie par intuition, en fait. Et donc, j'ai demandé un stage dans un hôpital psychiatrique. Et puis, j'ai attendu, en fait, qu'il y ait des migrants de retour qui viennent. Mais comme j'avais de la misère à entrer en contact avec eux, parce que quand ils arrivent en psychiatrie, c'est souvent dans un état de crise. Et donc, j'ai mis une annonce dans le journal et ça a fait boum, en fait. J'ai eu énormément d'appels par des hommes extrêmement touchés de voir qu'il y avait une étrangère qui parlait de quelque chose dont personne ne parlait encore au Sénégal, qui était le tabou autour de l'échec du retour et toutes les difficultés les entourait. Et donc, j'ai fait des entretiens avec plusieurs hommes, mais il y a des femmes aussi, mais ça a donné comme ça que c'est des hommes qui m'ont appelée. Et ensuite, ben, je leur proposais s'ils avaient besoin de se joindre à l'équipe dans les hôpitaux auxquels j'étais affiliée pour un entretien thérapeutique. Et ensuite, je leur demandais s'ils acceptaient que je filme. Et donc, de ces entretiens thérapeutiques filmés avec des migrants de retour traumatisés de leur parcours migratoire. J'ai épuisé quelques récits que j'ai mélangés pour faire une pièce de théâtre et le scénario d'un film d'animation. Et donc, c'est un travail qui est en processus encore. Donc, les films ne sont pas sortis, mais bon, ça va venir un jour, Inch'Allah. C'est vraiment intéressant parce que vous donnez vraiment une approche de terrain et une approche de vécu et une volonté aussi de faire connaître le sujet qui est tabou. Et on se posait la question aussi d'un point de vue de démographe, Madame Flao, justement, quels étaient les facteurs sociaux, politiques, des facteurs qui étaient déterminants dans le pays hôte, mais aussi dans le pays d'origine qui inciteraient donc certaines diasporas à envisager le retour vers leur pays d'origine. Alors, il y a plusieurs types de facteurs qui influencent le retour des migrants. Et c'est vrai que le contexte à la fois des pays d'origine, mais aussi des pays de destination, ça peut favoriser ou décourager le retour. Alors, moi, j'ai mené des recherches sur la question du retour en Afrique aussi, et en particulier sur le cas des migrations sénégalaises et congolaises, donc en provenance de RDC. Et donc, c'est des migrants de ces pays qui avaient migré en Europe. Et le cas du Sénégal et du Congo, ben pourquoi? C'est parce qu'en fait, c'est deux pays qui sont intéressants à comparer parce que les contextes de pays d'origine sont assez différents. La RDC a connu depuis son indépendance une crise assez importante sur le plan politique, avec plusieurs guerres et surtout en particulier à partir des années 1990. Par contre, le Sénégal, c'est un pays qui, comparativement, a été beaucoup plus stable depuis son indépendance. Alors, d'un point de vue économique, les populations de ces deux pays ont connu une certaine détérioration de leurs conditions de vie ces dernières décennies, mais pas vraiment dans la même mesure, parce que la crise économique elle a été encore beaucoup plus marquée dans le cas de la RDC au Sénégal. Puis, bon, Sénégal et Congo, il y a aussi des différences sur le plan géographique, sur le plan culturel. Bref, tout ça, ça influence les départs en migration, mais ça influence aussi beaucoup les retours.
Donc voilà, enfin, juste un petit mot quand je parle de retour, parce que je considère en fait que c'est un migrant est de retour s'il a passé au moins une année en Europe et qu'il retourne pour vivre dans son pays d'origine, quelle que soit la raison, hein, que ce soit volontairement ou involontairement, ou voilà, pour diverses raisons. Mais une des conditions, c'est aussi qu'ils passent au moins une année dans leur pays d'origine après une année à l'étranger. Et donc, les résultats donc moi, j'ai analysé des données d'enquête. D'enquête quantitative, donc. Et ce qu'on voit, c'est que la dégradation du contexte économique et politique dans les pays, ben, ça explique que les migrants sont moins susceptibles de retourner quand la situation dans leur pays d'origine est instable ou quand les conditions de vie sont difficiles. Voilà, ça n'incite pas vraiment pas au retour. Parce que les gens, ils anticipent leur réinsertion et ils savent bien que s'ils retrouvent une situation difficile dans leur pays d'origine, ben, ça va les affecter. Et donc, voilà, ils ont moins tendance à retourner quand la situation est difficile. Et donc, à ce niveau, voilà, on voit que la crise qui a eu lieu en RDC à partir des années 1990, d'ailleurs qui se prolonge aujourd'hui, ben, elle a marqué un tournant au niveau des retours. Parce qu'avant 1990, ben, les migrants congolais, ils avaient plus confiance dans la situation de leur pays. Ils savaient que s'ils retournaient, s'y installaient, eh bien, ils trouveraient des conditions, des bonnes conditions de vie, un travail voilà, qui ne rencontrerait pas trop de difficultés. Par la suite, la situation elle est devenue difficile à un tel point que beaucoup de Congolais ont annulé leur projet de retour. Et jusqu'à aujourd'hui, ils pensent beaucoup moins à retourner, même au moment où ils partent. Donc, je dirais oui, le contexte dans le pays d'origine, ça influence beaucoup les retours. Mais alors, il ne faut pas oublier aussi le contexte dans les pays de destination. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui peut avoir un impact sur le fait que les migrants retournent ou ne retournent pas. Donc, en fait, je voudrais vraiment parler du rôle des politiques migratoires européennes. Donc, comme vous devez le savoir, au fur et à mesure du temps, il est devenu de plus en plus difficile pour les Africains d'obtenir un visa et de migrer en Europe. Et ça, les migrants en sont bien conscients. Et donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que les retours sont aussi devenus moins fréquents parce que les migrants, ils savent que s'ils envisagent un retour, s'ils retournent et qu'ils rencontrent des difficultés pour se réinsérer dans leur pays d'origine, ben, il leur sera difficile de repartir à nouveau, de migrer à nouveau vers l'Europe par la suite s'ils retournent. Donc, voilà, en fait, c'est un peu comme si les barrières que les États européens mettent en place pour empêcher les migrants d'arriver sur leur territoire, ben, c'est aussi un effet d'empêcher les migrants qui sont déjà en Europe, mais de retourner dans leur pays d'origine, en fait. Et donc voilà, finalement, les migrants qui retournent, c'est surtout ceux qui savent qu'ils pourront revenir en Europe s'ils en ont besoin. En fait, voilà, petite parenthèse, mais juste pour dire qu'en fait, les migrants qui retournent, c'est surtout ceux qui le veulent. Et c'est beaucoup moins les migrants qui sont sans papier ou qui sont en difficulté, comme on pourrait a priori le penser, puisqu'on a l'impression que quand on parle du retour, ben, les politiques associent le retour à retour forcé, expulsion, des programmes de retour volontaire, etc. Alors que dans les faits, ben, on voit que ces migrants-là sont beaucoup moins susceptibles de retourner que ceux qui ont préparé leur retour, qui sont prêts et qui veulent vraiment retourner. Enfin, donc par rapport à ce que je disais avant, dans les entretiens qualitatifs que j'ai réalisés à Dakar et à Kinshasa, bah, il y a beaucoup de migrants qui m'ont expliqué qu'ils sont retournés parce qu'ils ont un titre de séjour de longue durée en Europe ou parce qu'ils ont acquis la nationalité d'un pays européen. Par exemple, il y a un Sénégalais, un artiste, qui me disait que voilà, il était venu pour faire des affaires, monter quelque chose à Dakar, mais il me disait que si son affaire ne marchait pas, eh ben, il pouvait aller continuer sa carrière d'artiste en France. Une Congolaise aussi qui me disait que voilà, elle a la nationalité belge et qu'elle est retournée, elle a suivi son mari qui voulait retourner, mais elle a accepté de retourner parce qu'elle sait bien qu'en cas de guerre ou si quelque chose voilà, ne va pas au Congo, eh bien, son nationalité lui permettra de sauter dans l'avion et d'être rapatriée en Belgique. Donc voilà, ça veut dire, enfin, voilà, non seulement le contexte du pays d'origine, mais aussi le contexte dans le pays de destination avec les politiques migratoires, ben, ça influence le retour. Je me posais la question justement c'est intéressant que vous évoquiez justement ce concept qu'il y a une sécurité quelque part pour les personnes qui reviennent avec un titre de séjour, et je me posais la question effectivement de quels sont les moyens au moment du départ aussi, est-ce que c'est des raisons aussi économiques, une volonté de peut-être créer une entreprise par exemple dans le pays d'origine, ou bien c'est vraiment j'ai envie de revenir et voir ma famille. Quel est un petit peu
le lien entre à la fois, il y a une sécurité bien sûr avec les papiers, etc., mais aussi cet aspect voilà, de quelle est après la motivation supplémentaire de revenir. Vous évoquez justement cet exemple d'une personne qui a voulu monter une entreprise, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres raisons Oui, donc les motifs du retour peuvent être liés aux motifs du départ. Les personnes qui migrent avec un objectif bien précis, par exemple, voilà, acquérir tel montant d'argent pour pouvoir devenir propriétaire ou monter un business au pays. Mais voilà, une fois qu'elles ont acquis ce qu'elles avaient prévu d'acquérir, ben, elles retournent. On voit vraiment ça beaucoup dans le cadre des migrations sénégalaises. Hein. Les Sénégalais migrent beaucoup avec l'idée d'améliorer leurs conditions de vie. Et en fait, quand ils associent le fait d'améliorer leurs conditions de vie à un futur retour. Alors que pour les Congolais, on voit que ce n'est pas du tout la même chose. Vous voyez, le rôle du contexte dans le pays d'origine, c'est que ceux qui veulent améliorer leurs conditions de vie, en fait, ils n'envisagent pas du tout de retourner au Congo un jour. Merci. Donc, comme vous l'avez dit, Madame Cao, même si la situation économique n'est pas forcément au bout fixe. Ah, excusez-moi pour ce petit problème technique. Donc, comme vous l'avez dit juste avant, Madame Flao, la situation économique parfois du pays d'origine n'incite pas forcément ces diasporas à effectuer un retour au pays. Pourtant, parfois, le mal du pays se fait ressentir. Et derrière chacune de ces migrations, il y a une histoire, il y a une émotion. De nombreuses cultures ont des termes très spécifiques pour verbaliser ce sentiment de spleen, de mélancolie. Donc, dans les pays lusophones, on parle, par exemple, on utilise le terme saudade pour décrire cet état d'extrême tristesse dû au mal du pays, exprimé notamment par les colons portugais dans leurs anciennes colonies. Alors, du coup, je me tourne maintenant vers Monsieur Janica. Est-ce qu'encore diasporique, peut-être plus enclin à éprouver un sentiment de mal du pays, surtout lorsque le pays hôte n'a pas les mêmes codes. Par code, j'imagine, je pense au code religieux, au code politique, au code culturel. Est-ce que vous pensez vraiment que ce sentiment peut être plus fort? Alors, bonjour. Et finalement, on a un problème, Monsieur Janica. Vous m'entendez? On ne vous entend pas. Ça va maintenant? Oui. Ah, Okay. tout le monde entend? D'accord. C'est bon. D'accord. Cette question, en réalité, cache deux questions. La première, c'est, si j'ai bien compris, vous me demandez si les conditions de l'environnement, du contexte, ont un impact sur ce que vous appelez les mal du pays, c'est que vous utilisez ces termes-là. Et la deuxième partie de cette question me semble porter sur le fait qu'une certaine population ou une certaine caractéristique culturelle peut au moins favoriser l'émergence d'une souffrance psychique liée à ce désir de retourner. Donc, contexte et culture. Alors, pour vous répondre, je vais parcourir rapidement un peu l'histoire de ces termes que vous avez employés, mal du pays. En fait, il faut savoir que moi, j'ai eu un terrain, j'ai fait une recherche au Sénégal également. J'ai commencé à m'intéresser à la question du retour en 2006. Moi, je suis psychologue, psychothérapeute et j'ai fréquenté les services de psychiatrie des hôpitaux à Dakar, l'hôpital principal, Fann. Et donc, depuis 2006, je me pose des questions par rapport à ces phénomènes, la migration des retours, parce que je m'occupe aussi des migrants, mais en Europe, depuis toujours. Et en fait, dans la littérature en psychiatrie, en psychologie, il n'y a pas beaucoup de recherches qui ont été menées sur la question du retour. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on s'est occupé de la problématique qui vivait, des problématiques sanitaires et de santé psychique qui vivaient les migrants dans les pays où je me trouve, c'est-à-dire en France. Donc l'Europe, dans son attitude ethnocentrée, il s'occupait de ces problèmes.
et les problématiques liées à la santé psychique des migrants une fois rentrés au pays, c'était pas forcément approfondi. C'est pour cette raison que je me suis tourné vers les travaux des collègues démographes comme Madame Flo, que d'ailleurs j'ai cité dans ma thèse et je la félicite pour sa contribution et je la remercie aussi, mais aussi vers le cinéma, la littérature, parce qu'effectivement en psycho, on n'avait pas beaucoup des outils pour penser la question des retours et la souffrance. Alors, le mal du pays, donc j'ai dû faire une petite recherche pour retracer un peu l'origine de cette catégorie nosographique, c'est-à-dire ce terme qu'on utilise en médecine pour décrire une certaine souffrance et ses caractéristiques. Qu'est-ce que c'était le mal du pays? Déjà au XVIIe siècle, on parlait du mal du pays et on parlait en particulier pour une ethnie particulière, donc la culture dont vous parlez, et c'était une souffrance liée aux mercenaires suisses qui combattaient, parce que les Suisses, ils étaient célèbres pour être de bons guerriers. Aujourd'hui encore, l'armée qui défend le pape à Rome, au Vatican, vous voyez, c'est des Suisses. Et ça, c'est une longue tradition. Donc, apparemment, c'était eux qui souffraient de cette douleur liée au désir de rentrer. Ça, c'était au XVIIe. Et donc, c'était un terme populaire que finalement, il a été repris par la psychiatrie militaire notamment, parce qu'il crée vraiment des gros soucis, au point que le psychiatre militaire, il considérait plus dangereux le mal du pays des coups de fusil des ennemis. En plus, on imaginait que c'était quelque chose de contagieux, donc une militaire nostalgique pouvait influencer, pouvait contagier l'autre et mettre à mal une armée entière. Donc après, les mal du pays, ils ont commencé à parler de nostalgie. Et encore une fois, là, la culture avait un impact important parce qu'on pensait que le militaire il pouvait tomber malade de nostalgie juste en écoutant les Rants des Vaches, que c'est une chanson, une sorte de hymne national suisse. Et donc, juste le fait d'écouter cette musique pouvait déclencher la maladie jusqu'à apporter à tuer les militaires. Donc, ils avaient interdit de de jouer cette musique au point qu'il était sanctionné avec la peine de mort. Si quelqu'un permettait de faire ça. Donc, vous voyez, il y avait déjà une attention particulière au fait que cette nostalgie pouvait avoir une connotation ethnique. Par contre, les éléments culturels, ils étaient aussi utilisés, pas seulement criminalisés en tant que possible déclencheur de la maladie, mais aussi toujours dans la thérapie, dans la médecine militaire, il était utilisé en tant que méthode, outil thérapeutique. Donc, on parlait la langue du pays, on faisait sentir les odeurs des épices du pays, on montrait des photos. Voilà, tout ça, ça nous parle de quoi? Ça nous parle du fait qu'il y a certainement une composante importante culturelle. Ça nous dit aussi qu'il y a les contextes où la maladie émerge a un impact, mais aussi il nous dit que en particulier, un type particulier de thérapie qui avait inventé par un certain docteur Hofer disait que pour soigner la nostalgie des mercenaires suisses, il était suffisant de leur promettre, de leur annoncer un départ imminent en congé au pays. Alors, il ne fallait pas non plus retourner. C'était suffisant de leur annoncer la possibilité. Donc, cette possibilité, cette potentialité était thérapeutique en soi. Et ça, qu'est-ce qu'il nous montre? Au-delà du fait qu'il faudrait approfondir un peu si effectivement ces militaires guérissaient ou pas, que les retours, que l'idée de ne pas pouvoir retourner, comme dans l'exil par exemple, où c'est une punition qui est perçue par les gens, qui est préférée par certains, voilà, qui est une alternative à la mort.
Quand on parle de l'exil, on parle finalement d'une mort sociale. Alors, l'idée, c'est que la nostalgie, les mal du pays aussi, dont vous parlez tout à l'heure, c'est une maladie du lien. Quand on ne peut pas retourner, c'est parce qu'on doit couper des liens qui sont fondamentaux pour nourrir notre psychisme, pour nourrir, là on parle des religions aussi, donc notre âme, on pourrait dire, en utilisant notre vocabulaire. Et donc les retours, en gros, c'est les mal, la pathologie du retour, c'est que j'ai essayé de décrire dans ma thèse en tant que pathologie du retour, au pluriel, est liée à cette impossibilité de nourrir les liens sociaux, et donc ce qui peut provoquer un sentiment d'exclusion, de précarité et d'autres formes de souffrance dont peut-être je vous parlerai plus tard. Merci beaucoup pour tous ces renseignements. Allez, t'entends. Je vais bien. Merci en tout cas pour tous ces renseignements. Excusez-nous, on a eu quelques petits problèmes techniques. Merci beaucoup. C'est vraiment passionnant ce que vous nous apportez comme témoignage, à la fois le côté historique et aussi l'idée qu'il y a vraiment une dimension culturelle, une dimension voilà, de déchirement et de couper les liens. Je trouve que c'est vraiment une manière de voir ce retour très intéressante et du coup, du point de vue psychologique. Et je pense qu'il peut être intéressant aussi de se poser comme question au vu aussi du contexte actuel et voir aussi quelle est la place aussi des phénomènes de migration de retour de ces dernières années. Et je me tourne vers Madame Flao et je vais vous poser la question justement de est-ce que vous constatez une sorte de tendance dessinée qui est à la fois à la hausse ou à la baisse de ces migrations de retour de ces dernières années d'un point de vue chiffré, voilà, si vous avez des apports là-dessus à nous donner. Alors, j'ai déjà un peu répondu lors de mon intervention précédente sur les tendances à la baisse, mais sur base des résultats des enquêtes MAFE. Donc, les enquêtes MAFE, c'est des enquêtes qui migration entre l'Afrique et l'Europe. Et ce sont des enquêtes qui ont, dès le départ, été pensées pour pouvoir mesurer les retours. C'est une migration entre l'Afrique et l'Europe. Donc, c'était des enquêtes qui permettaient d'étudier les migrations dans les deux sens, non seulement les départs, mais aussi les retours. Et donc, c'était des enquêtes d'assez grande ampleur qui ont été menées en 2008 et 2009 sur les migrations internationales à partir de Dakar au Sénégal, Kinshasa en RDC et Accra et Kumasi au Ghana, et qui permettent d'évaluer donc les tendances au retour. Mais en fait, voilà, c'est des enquêtes qui sont vraiment très spécifiques et assez rares, en fait, parce que sinon, en général, on a très peu de données quantitatives qui sont disponibles parce qu'elles ne sont pas collectées. Il n'y a pas de collecte de données donc c'est difficile de mesurer les retours. En général, voilà, le focus est mis sur les arrivées des migrants dans les pays d'origine, mais pas sur les sorties d'un territoire. Et voilà. Et en plus, voilà, quand les sorties sont enregistrées, encore, on sait que les migrants repartent, mais on ne sait pas généralement s'ils retournent dans leur pays d'origine ou s'ils migrent dans un autre pays. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'il est très difficile de répondre à cette question sur les dernières années, et en particulier depuis la crise du coronavirus, voilà, en l'absence de données. Alors c'est vrai qu'on a entendu dire que les expulsions continuent, etc. Mais comme je vous le disais, les expulsions, c'est vraiment une minorité des retours. Voilà, on n'a pas de données pour répondre à cette question aujourd'hui. Par contre, ce que je peux dire, c'est que des retours au Sénégal et en RDC, ils ont évolué différemment selon le pays de destination des migrants. Donc, pour les Sénégalais et les Congolais qui ont migré en Afrique, par exemple, on voit que la tendance au retour entre 1970 et 2008, elle est stable. Donc, les migrants n'ont pas eu tendance à rentrer plus ou moins au fil du temps quand ils ont migré en Afrique. Par contre, pour les migrants qui ont migré dans un pays du Nord, là, on voit qu'on assiste à des retours de moins en moins nombreux. Alors, on parle, pour les Sénégalais, il y a toute une littérature qui a bien montré, à partir de recherches qualitatives, qu'on parle de plus en plus du mythe du retour, que les Sénégalais restent attachés à leur pays d'origine,
qu'ils souhaitent retourner. Le retour, c'est vraiment au centre de leur projet migratoire, mais souvent, le retour est remis à plus tard, principalement pour des raisons économiques, des raisons familiales aussi, voilà, mais ça prend plus de temps d'épargner, de réaliser des projets. Il y a des choses dans la vie qui changent. Le retour reste toujours là quelque part, mais il est remis souvent à plus tard, parce qu'il faut des ressources pour pouvoir retourner et se réinsérer. Alors, donc, quelque part, on pourrait dire que la crise du coronavirus, qui a mis des obstacles aux gens, aux migrants, pour du point de vue professionnel et économique, pour acquérir les ressources dont ils ont besoin, en sens, on peut supposer que le retour de ce fait est encore plus retardé pour les migrants qui envisagent de retourner. Donc là, voilà, je vous ai parlé des Sénégalais avec le mythe du retour. Bon, pour les Congolais, comme j'en ai un peu parlé avant, comparativement, ils retournent encore moins au fil du temps. Hein. Il y a vraiment eu un grand changement à partir des années 1990 en raison de la situation économique et politique en RDC. Avant, ils avaient vraiment en tête de revenir, mais dorénavant, ils partent avec l'idée de s'installer définitivement en Europe parce qu'ils n'ont pas confiance dans l'avenir de leur pays. Et j'entendais souvent au Congo, des gens disent, voilà, si tu as l'occasion de partir, on te dit RIP. Et RIP, ça veut dire retour interdit au pays. Tu as la chance de partir, ne reviens pas, tu restes là-bas, tu nous envoies de l'argent, tu nous aides, mais en tout cas, revenir, c'est quelque chose que tu dois pas envisager. Je vois. Pardon, je vois. Donc la notion de RIP est un peu, enfin, se colle plus à la situation économique, on va dire, que l'on peut avoir, ou en tout cas quelle vie on peut mener finalement quand on habite à l'étranger et par rapport à son pays d'origine. Donc je comprends du coup un peu mieux votre expression. Du coup, avant d'amorcer la seconde partie de cette discussion, j'aimerais me tourner une dernière fois vers Monsieur Giannica et Madame Lavigne. Donc une dernière question par rapport aux raisons du départ. Que représente, selon vous, un tel départ dans le parcours de vie d'une personne issue de la diaspora? Peut-on dire, alors, avec de grands guillemets, peut-on dire que dans certains cas, il s'agit de l'échec d'un rêve étranger? Je vous laisse la parole, Monsieur Giannica, Madame Lavigne. Est-ce que vous m'entendez? Ok. David, tu ne veux pas répondre en premier? J'avais plus l'impression que c'était une question pour toi, mais... Comme tu préfères. Hein. Vas-y. Ok. Alors, la question, je suis en train de m'occuper de cette question vraiment ces derniers jours de manière un peu intensive, car je suis en train d'explorer un peu une notion et donc écrire un article. Je viens de déposer un article où je parle du contrat, qu'il va s'établir une sorte de contrat implicite qui s'établit entre les migrants et son groupe d'origine au moment du départ. C'est-à-dire que chacun y part avec un objectif et comme elle disait tout à l'heure Madame Flo, pour les Sénégalais, c'est la population des références pour mes recherches, très souvent, effectivement, je confirme un peu ce que vient de dire Madame Flo. Parmi les personnes que j'ai interviewées aussi, tout le monde confirme l'idée qu'on part pour revenir au Sénégal. L'idée, c'est de partir dans une sorte de mission. Quelqu'un il parle de manière explicite d'une mission à accomplir. Donc, on part, on travaille, on acquit un certain objet, que moi je terminais pour appeler objet de la migration, qui représente une sorte de visa social qui permettra après les retours de la personne. C'est-à-dire qu'à travers l'argent ou un titre d'études ou encore ces dernières années,
justement pour ce qu'il disait tout à l'heure Madame Flo, le fait que obtenir les papiers est devenu si difficile, les papiers sont devenus eux-mêmes un objet du retour, un objet de la migration. C'est-à-dire que les papiers sont devenus quelque chose de précieux. Alors cet objet de la migration, ces objets de la migration qui sont finalement des visas sociaux et qui permettent de revenir, ont une caractéristique, quelques caractéristiques, mais dont la plus importante, c'est l'effet d'ouvrir au futur. Là, tout à l'heure, Madame Flo parlait du Congo et de la République du Congo. Et nous disait que les personnes, normalement, ils ne veulent pas revenir, si j'ai bien compris, parce qu'ils n'arrivent pas à envisager un futur. Alors, la précarité qui est provoquée par certaines conditions de la migration dans les pays que nous connaissons, dans les pays européens, certains migrants ils quittent des situations plus ou moins stables, mais aussi il n'y a pas que des migrants qui font de la famine, qui partent. Au contraire, il y en a beaucoup qui ont les moyens pour se payer le billet de l'avion, parfois, ou même la migration illégale, elle est très coûteuse. Donc, ils quittent des situations et ils arrivent à vivre en Europe des situations qui sont bien plus difficiles de celles qu'ils vivaient au pays. Et pourtant, ils restent jusqu'à quand ils vont obtenir ces billets, cet objet dont on parlait tout à l'heure. Pourquoi? Parce que cet objet est les fruits, ce visa social est les fruits d'une négociation. On dit à notre groupe, on part pour aboutir à un tel résultat. Et au Sénégal en particulier, les personnes, ils n'arrivent même pas à envisager la possibilité de revenir avant d'avoir obtenu cet objet. Parfois, on fait la distinction entre les sociétés de la culpabilité, comme les sociétés qui ont un ancrage culturel de la religion catholique, et les sociétés de la honte. Bien, le Sénégal est considéré une société de la honte, c'est-à-dire que la honte est le sentiment à travers lequel on fait de la pression sociale. Alors, à cause de cette honte, à cause du fait que les migrants craignent la possibilité d'éprouver de la honte lors du retour en avouant le fait d'avoir échoué leur mission, donc de n'avoir pas ramené cet objet, ils s'empêchent de rentrer, ils s'empêchent même de penser à la possibilité de pouvoir rentrer. Moi, j'ai connu dans la clinique beaucoup de migrants qui, ici, vivent des conditions terribles, mais que l'idée de rentrer au pays, là où ils pourraient bénéficier d'un réseau social qui va les soutenir, il n'est pas du tout envisagé. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment en Europe aussi, dans les institutions, par exemple parmi mes collègues psychologues ou psychiatres, il s'est reproduit le même phénomène. C'est-à-dire que j'ai rencontré rarement des psychologues qui sont prêts à discuter avec leurs patients de cette possibilité de rentrer. Parce que pour eux aussi, le fait qu'un migrant il rentre avant d'avoir obtenu ces objets de la migration, ces visas sociaux, c'est un échec. Et donc, ils ne se permettent pas de les proposer à leurs patients. Pour ma part, en fait, ça me fait penser à ce que m'avait déjà dit un migrant lors de nos entretiens. Il m'avait dit, c'est la faute à Rousseau si je suis partie. Et donc, il y a tous ces fantasmes de société idéalisée dans une éducation qui reçoivent influencés par la France, où la France est mise de l'avant comme un pays, le pays du savoir, le pays de la beauté, l'architecture extraordinaire, les philosophes, les siècles des Lumières. Et donc, non seulement ça aussi, mais il y a la consommation, les voitures, les femmes, le fantasme d'une blanche. Et donc, moi, ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que quand j'ai commencé mes entretiens, je m'attendais
je peux dire que mettons, ce que je pouvais porter d'influence de l'idée des médias qui avait pu façonner une certaine idée misérabiliste d'un migrant a éclaté extrêmement vite lors de mes premières rencontres parce que ceux qui partent sont les êtres les plus dynamiques et avec la plus grande vitalité. Puis ils étaient... tout le monde parlait d'une époque où il y a eu un effet d'entraînement assez important dans la jeunesse. Donc, ils me disent, mais j'ai entendu parler qu'un tel était parti, 4 jours après, il est en Italie, 5 jours après, il est en Espagne. Et donc, il y a comme une envie et ça correspond aussi à la prise de risque, en fait, de la jeunesse, l'envie de provoquer son destin. Et donc, en effet, c'était tous des gens qui arrivaient quand même à vivre au Sénégal. Évidemment, modestement, il y avait comme évidemment une possibilité d'améliorer ses conditions de vie, mais ce n'étaient pas des êtres en situation de guerre ni de famine, donc des réfugiés économiques, mais je dirais des jeunes hommes qui avaient envie de provoquer leur destin puis qu'il se passe quelque chose. Et donc, c'était vraiment intéressant de côtoyer ce dynamisme-là, donc des êtres qui voulaient provoquer leur destin, ce qui les a amenés à partir. C'est vraiment passionnant ce que vous nous donnez comme éléments et on remercie déjà pour tous ces premiers éléments sur justement les raisons du départ, sur aussi le moment du départ et toutes ces complexités à la fois identitaires, culturelles, sociopolitiques, économiques qui viennent jouer sur à la fois le départ, mais aussi de l'intégration, ensuite aussi du coup l'intégration dans le pays hôte, mais aussi peut-être ensuite le retour par la suite. Et justement, la question des raisons du départ maintenant vient de nous interroger sur le moment de l'intégration, une fois du coup que ces migrants reviennent dans leur pays, donc cette diaspora, ces membres de diaspora reviennent dans leur pays d'origine. On peut observer des échanges complexes qui s'effectuent dans la société d'arrivée, mais aussi ces personnes-là, parce qu'elles ont changé, comme vous l'avez énoncé. Et je vais maintenant donc passer la parole à Anouk de manière virtuelle. Donc, on n'a pas pu être là avec nous à cause du décalage horaire, mais on a quand même voulu évoquer les questions d'intégration de la diaspora indienne qui est revenue au pays. Et donc, de prendre cet exemple-là pour ensuite commencer une discussion sur justement les cas vos centres de travail et de recherche sur justement comment la réintégration, l'intégration se passe. Donc, je laisse la parole donc à Anouk Carsignol, qui est donc chercheur en relations internationales, membre associé du CERIAS de l'Université du Québec à Montréal. Et donc, je lui laisse la parole. L'Inde offre un cas d'étude intéressant en matière de retour des émigrés, puisque c'est le pays qui a la plus grande diaspora au monde, avec près de 18 millions de personnes résidant à l'étranger. Et parmi celles-ci, nombreuses sont celles qui rentrent au pays de façon soit temporaire, soit permanente, et de façon soit volontaire, soit plus ou moins forcée par les circonstances. Depuis les années 90, les gouvernements indiens successifs considèrent la migration de retour comme un atout pour le développement économique du pays, et ils cherchent à favoriser en particulier le retour des émigrés hautement qualifiés, délaissant de cette façon la diaspora laborieuse, non ou peu qualifiée, installée dans les pays du Golfe notamment. On a aussi assisté l'année dernière à des retours massifs organisés par le gouvernement dans le cadre de la pandémie, donc des rapatriements, notamment des travailleurs installés dans les pays du Golfe. Et il y a eu aussi des migrations internes d'employés de maison, notamment, qui sont rentrés dans leur village puisqu'ils étaient privés d'emploi pendant la crise sanitaire. Ces retours ne se passent pas forcément de façon très facile. Ils nécessitent certains ajustements, à la fois personnels et structurels. Au niveau personnel, il y a des décalages culturels qui s'installent. Les gens qui reviennent après une expérience à l'étranger ont des attentes un petit peu différentes, des besoins, notamment en matière d'accès à certains produits de consommation ou d'un certain confort. Et c'est là qu'on voit apparaître des gated communities avec une perte de mixité sociale dans certains quartiers. Et cela a pour effet de creuser les inégalités urbaines et de renforcer le clivage entre riches et pauvres. Il y a des décalages qui s'installent, donc avec les returnees, les émigrés qui rentrent au pays et qui ont acquis une certaine
autonomie par rapport à l'autorité familiale, par rapport au système de caste, par rapport aux relations interpersonnelles et par rapport aux relations de genre. Donc, les femmes, notamment, qui ont une plus grande indépendance, leur retour peut susciter des déceptions de la part de leur famille qui ne comprennent plus comment interagir avec ces personnes qui ne reviennent pas nécessairement vivre sous le même toit et partager donc une famille intergénérationnelle. Il y a aussi des décalages qui se créent par rapport au système des castes. Les personnes qui rentrent en Inde ont des difficultés à accepter et à se réadapter à certains rapports sociaux. Alors, le cinéma de Bollywood met en scène différents cas de figure de façon tantôt idyllique et tantôt tragique. Je vais vous donner 2 exemples de films qui sont sortis au cours des 15 dernières années et qui sont devenus des classiques. En 2004, le film Swades est sorti et il met en scène un personnage qui est en fait un ingénieur indien émigré aux États-Unis qui travaille pour la NASA, qui a très bien réussi dans sa vie professionnelle, mais qui, au niveau personnel, est un petit peu seul et coupé de ses racines. Donc, il cherche à rentrer en Inde pour prendre soin de la personne qui l'a élevé. Il est orphelin. Et il redécouvre son pays d'origine. Il tombe amoureux et il décide de rentrer définitivement au pays pour mettre ses compétences techniques au service du développement du pays. Donc, c'est un film qui fait résonner chez les émigrés la fibre patriotique, qui les invite à rentrer en Inde en leur promettant un épanouissement à la fois personnel et professionnel, puisque ce film montre qu'il est très facile pour quelqu'un qui revient des États-Unis, qui a vécu dans une grande ville, qui a travaillé pour une institution prestigieuse. Il est très facile de revenir en Inde, dans un village non électrifié, et de se réintégrer comme si de rien n'était. Donc, c'est un film qui a tendance à idéaliser le retour des émigrés et à les montrer sous un angle très positif, en insistant sur leur générosité, un petit peu leur naïveté aussi, puisqu'ils ont également des difficultés à comprendre le mode de fonctionnement du village. Ils s'adaptent facilement et tout est bien qui finit bien. Ils tombent amoureux d'une jolie institutrice. Donc, c'est un petit peu la success story du retour des émigrés. Au contraire, le film Shakti, qui est sorti 2 ans avant et qui est inspiré du roman Jamais sans ma fille, met en scène une famille indienne qui vit au Canada, une famille d'origine indienne, et qui est en visite en Inde, dans son village ancestral du Bihar. Et là, ils sont confrontés à la violence, au patriarcat, si bien que l'époux perd la vie dans une bataille entre 2 familles, et sa femme, qui veut quitter le pays pour rentrer au Canada avec son fils, se retrouve empêchée par son beau-père qui la maintient quasi prisonnière. Donc ce film prend le contre-pied de Swades. Il caricature également la société indienne, mais il la dépeint comme rurale, violente et archaïque, et il idéalise en quelque sorte la vie en diaspora, en montrant que le retour des immigrés en Inde est illusoire, il est quasiment impossible, et que les personnes qui reviennent en Inde ne réussiront jamais à se réadapter à la vie locale. Donc, le cinéma met en scène différentes façons dont sont perçus les returnees, qui peuvent être à la fois des symboles de modernité, d'entrepreneuriat, de générosité, mais qui sont aussi montrés comme déconnectés des réalités locales et incapables de se réadapter à leur pays d'origine. Alors, bien sûr, Bollywood a tendance à ne mettre en scène que des émigrés de classe socio-économique élevée, en majorité hindous, de haute caste, et donc délaisse les émigrés moins nantis, qui sont pourtant les plus nombreux. Le cinéma de Bollywood est particulièrement populaire à la fois en Inde et en diaspora, et il agit à la fois comme un reflet de la situation, de la perception populaire, mais il influence aussi, il participe à la construire, cette conscience collective indienne. Donc il a un impact réel sur la façon dont la population en Inde perçoit les migrants qui veulent rentrer au pays. Anouk nous a évoqué justement le cas de l'Inde qui est extrêmement intéressant parce qu'il
reflète aussi toute la complexité, l'ambiguïté de l'identité aussi des retournés, des personnes qui reviennent, les migrants de retour, la diaspora indienne qui est aussi particulière dans ses liens économiques et sociopolitiques avec l'Inde justement, et donc le pays et la société. Et donc à la fois il y a donc ces personnes revenues qui n'appartiennent plus à l'espace de départ, mais qui n'appartiennent plus aussi à l'espace d'arrivée, ou se leur a approprié de manière différemment, comme elle évoque avec les femmes ou le système des castes par exemple. Et on observe du coup un entre-deux social et identitaire. Et donc du coup ça pose la question justement de l'identité des migrants de retour. Et donc la question qu'on peut poser et qu'on vous pose, Monsieur Janica, du coup, donc au final, une personne qui revient n'est plus vraiment un local, ni vraiment une personne expatriée. Donc comment en fait cette identité va évoluer une fois que les migrants de retour donc, reviennent au pays. Donc on aimerait avoir votre avis là-dessus. Merci pour la question. Je vois qu'il y a en fait des récurrences, des éléments récurrents entre les retours, la relation au retour dans plusieurs pays. Je ne connaissais pas du tout l'histoire de la migration indienne et du retour. D'ailleurs, je suis très intéressé. J'ai hâte de regarder ces films. Mais effectivement, on bascule tout le temps, on hésite et c'est la même chose qui arrive vers les migrants. On est très ambigu. Les sociétés d'origine, ils sont très ambigus vers les migrants, aussi les sociétés d'accueil. Pourquoi? Parce que les migrants, c'est une figure, des figures de l'entre-deux. Donc, ils ont double face. Quand on décide de migrer, moi aussi, je suis migrant. Donc, je vous parle je suis italien et je vis en France et j'ai vécu sur ma propre peau. Le fait que quand on décide de quitter notre communauté d'origine, notre pays, à partir du moment où on part, on est des émigrés, mais en même temps, on est des immigrés. Donc, il a une double identité qui s'installe immédiatement. Et à partir de ce moment-là, on devient double sur beaucoup de choses et on devient ambigu. Et l'ambiguïté, on sait que pour la manière dont on réfléchit, moi j'ai une formation psychanalytique, donc je ne suis pas trop cognitiviste, mais si on veut imaginer, si on veut réfléchir sur comment fonctionne le cerveau il a besoin des catégories nettes. Le cerveau a besoin de clarté. Et tout ce qui est ambigu est source d'angoisse. Donc, pourquoi? Parce qu'on doit savoir avec qui on a affaire. Quand le migrant part, on sait qui est parti, mais on ne sait pas qui va revenir. Et à chaque fois, à chaque retour, il y a une sorte, dans chaque société, il y a une sorte de procédure, des protocoles que les sociétés d'origine suivent, les groupes, pour vérifier que la personne n'a pas changé, ou qui n'a pas trop changé, ou qui n'est pas devenu méchant, qui n'est pas devenu un traître. Parce que c'est ça qu'on va vérifier à partir de la manière dont il va saluer, à partir de la manière dont la personne, là où il va habiter, il va séjourner pendant, par exemple, ses vacances, s'il revient dans les quartiers, s'il revient dans la maison des parents, s'il s'habille d'une manière plutôt qu'une autre, et comment il partage l'argent qu'il a gagné, qui est supposé avoir gagné pendant la migration. Donc, tout ça, à quoi il nous fait penser? Au fait qu'à chaque fois qu'il y a un retour, les groupes interrogent l'individu et lui posent tout simplement une question. Est-ce que tu fais encore partie de nous? Est-ce que tu es encore des nôtres? Et vous savez, les cadeaux qu'on fait en italien, on appelle ça presente. Presente, ça veut dire aussi je suis présent. Quand on fait un cadeau, quand on part et on revient avec un souvenir, en français on dit, ben, ce souvenir, ça veut dire c'est un objet qui va témoigner le fait que on n'est pas parti pour quitter. On est parti, mais ce cadeau est symbolique et ça signifie tu étais avec moi. Et donc, je t'ai pensé. Voilà les souvenirs. Il est là. Et
Et du coup, tout cela, on le voit bien aussi dans ces films, dans ces deux films, l'idéalisation. D'un côté, les migrants qui fait son retour glorieux et les migrants qui absolument il ne peut pas s'adapter à cette société primitive. Et voilà, il y a les deux à chaque fois. Et on trouve ça souvent aussi de mon expérience, absolument les mêmes dynamiques au Sénégal. C'est intéressant aussi de voir comment la question du retour dans ces dernières années, et Madame Flo tout à l'heure, elle avait aussi parlé de ça, devient de plus en plus une question politique. Il ne faut pas oublier que les programmes de réinsertion et d'aide au retour volontaire, en France au moins, ils ont débuté avec une loi faite par Nicolas Sarkozy, qui n'était pas vraiment connu parmi les migrants comme un bénéfacteur, comme vraiment quelqu'un qui s'intéresse au bien-être des migrants. Et c'est pour cela, quand Sarkozy a proposé cette loi d'aide au retour, les migrants, ils ont dit, il a tout simplement, le discours qui circulait dans la population migrante était, un programme, c'est juste une expulsion masquée. Et donc, il n'était pas vraiment bien, n'a pas été bien reçu, au moins au début. Aujourd'hui, il fait toujours question. Hein, les programmes des retours, ils ont une composante d'ambiguïté. Ils la conservent toujours, donc qui mérite d'être questionnée. Mais l'idée, c'est, au moins de mon côté, et à partir de mes recherches, de mes études, que ces programmes, ils sont bénéfiques dans la mesure où il garantit la possibilité de réaliser un retour à quelqu'un qui le souhaite, parce que ce n'est pas facile. Bon. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations. C'est vrai qu'on n'avait pas forcément conscience de cette problématique en fait, de procédure sociale en fait, qui implique qu'une personne ait changé sur tel ou tel code. Donc c'est pour ça que je vais me tourner vers Madame Flao pour cette question en particulier, parce que c'est vrai que comme Anouk Carcigno l'a évoqué auparavant, certaines diasporas ont tendance parfois à se recroqueviller ou à se renfermer sur elles-mêmes au sein même de gated communities par exemple, parce qu'elles se sentent dans certains cas rejetées par la population de leur pays d'origine. Du coup, ma question c'est comment s'intègre concrètement une population de retour dans son pays d'origine. Est-ce que c'est par rapport à des critères géographiques, est-ce que c'est par rapport à des critères sociologiques, économiques, ou est-ce que selon les pays, il y a vraiment des tendances différentes qui se dessinent? En fait, je dirais que la réintégration des migrants de retour dans leur pays d'origine dépend de plusieurs choses, et notamment du degré de volonté de retourner et puis de la préparation de ce retour. Donc, en fait, les migrants, ils se projettent dans le futur, ils anticipent l'avenir, et ceux qui ne souhaitaient pas rentrer et qui se retrouvent à devoir rentrer, soit parce que les autorités du pays de destination ont décidé ainsi, ou suite à des circonstances familiales, par exemple, alors dans ce cas-là, s'ils n'ont pas vraiment voulu rentrer, mais qui se sont retrouvés face au fait un peu accompli, eh bien, leur vécu après le retour sera difficile. Hein. Et ça, difficile du point de vue psychosocial, où ils vont éprouver beaucoup de honte, du rejet, du point de vue économique et professionnel. Voilà, leur retour n'aura pas été préparé, et voilà, ce sera extrêmement difficile. Et donc, leur intention systématiquement, ce sera de vouloir repartir, de ne pas rester dans ce pays d'origine où ils sont mal. Alors, à notre cas, il y a des migrants qui souhaitent rentrer un jour et qui se retrouvent à devoir rentrer à un moment donné, mais plutôt que prévu. Donc, ils avaient ce projet de retourner, mais voilà, ils se retrouvent à devoir retourner alors qu'ils n'étaient pas vraiment tout à fait prêts. Alors, ça, c'est pas vraiment facile, parce que justement, ils ne sont pas tout à fait prêts. Parce que préparer sa réinsertion et son retour, ça prend du temps. Il faut trouver du travail, il faut préparer l'activité qu'on veut mettre en place. Il peut y avoir des contraintes familiales. Voilà, d'un point de vue familial, ça se prépare aussi. Il peut y avoir un manque de moyens parce qu'ils n'ont pas eu assez de temps pour mettre de l'argent de côté en vue de ce retour.
voilà, la préparation n'est pas suffisante. Et donc, en fait, on voit que même les analyses quantitatives montrent que pour les Sénégalais qui ne sont pas propriétaires au Sénégal quand ils rentrent, eh ben, ces migrants de retour sénégalais qui n'étaient pas tout à fait prêts parce qu'ils n'étaient pas propriétaires, et ben, en fait, ils ont des chances très importantes de repartir en Europe. On voit aussi des analyses quantitatives, elles montrent aussi que les migrants de retour ont plus de chances de repartir en Europe lorsqu'ils ont dû rentrer, alors que leur souhait était de s'établir en Europe. Quelque part, ce n'est pas étonnant, mais bon, ça montre que voilà, finalement, c'est les migrants qui gagnent, ce n'est pas la politique, c'est pas les politiques qui veulent forcer les migrants à retourner. Et ouais, c'est intéressant de voir que statistiquement, les enquêtes qualitatives, les données le montrent. Quoi. Quand les migrants, ils partent au départ et ils n'ont pas en tête de revenir, mais que finalement, ils ont quand même dû rentrer, et ben, les chances qu'ils repartent sont importantes. Donc voilà, tout ça pour dire que le retour ne doit pas être considéré comme un mouvement définitif. On voit que les Sénégalais qui sont retournés pendant plus d'1 an, après 10 ans, ben, il y a la moitié qui sont repartis en Europe. Voilà. Alors, dernier cas de figure, il y a des migrants qui ont préparé le retour et qui ont décidé du moment de ce retour. Donc, pour eux, la préparation, voilà, il y avait la volonté du retour, mais la préparation est optimale aussi. Et dans ces cas-là, on voit que leur réintégration se passe beaucoup mieux. Bon, il y a toujours un temps d'adaptation, mais au final, en fait, on voit qu'ils sont souvent heureux d'être là. Ils sont heureux de contribuer au développement de leur pays d'origine. Et ça, c'est quelque chose qui revient vraiment dans leur discours. Hein. Ils se sentent utiles et ils ne souhaitent pas repartir en Europe. Avec le bémol pour les Congolais, qui disent toujours qu'il y a toujours cette possibilité de repartir en Europe qui est là, si jamais la situation au Congo se dégrade, et aussi pour l'avenir de leurs enfants. Pour ma part, en fait, j'avais envie de parler du titre des 2 projets et de la pièce de théâtre et du film d'animation. Le titre, c'est L'Inachevé. Et l'inachevé, c'est un migrant qui a dit ce mot-là concernant le retour. Il m'a dit c'est le goût de l'inachevé, en fait. Et donc, moi, je me suis concentrée donc sur des migrants de retour dans une situation de précarité puisque je m'intéressais à la santé mentale. Et donc, ce n'était pas des gens qui revenaient avec un retour organisé, mais un retour malgré eux et très souvent des conditions de départ un peu mal organisées, c'est-à-dire des départs qui ont été faits en catimini, donc sans la communauté qui t'appuie ou donc des départs cachés. Et donc, au retour, ça crée aussi tout un problème de revenir ébranlé quand ta famille n'était pas au courant et donc se sent trahi que tu sois parti sans leur consentement. Et donc, l'histoire du film d'animation que je suis en train d'écrire, en fait, c'est l'histoire d'Omar qui quitte en pirogue sans le dire à qui que ce soit pour pas attirer le mauvais œil, mais aussi pour pas se confronter au désaccord du père qui voulait que son fils continue à s'occuper de l'épicerie familiale. Et donc, il a aussi convaincu un ami de venir avec lui et son ami aussi était parti en catimini et malheureusement, son ami est décédé en cours de voyage comme beaucoup d'autres passagers. Donc, ça a été un voyage traumatique avec, bon, un séjour au Maroc, mais un retour forcé au Sénégal. Dans plusieurs entretiens, j'ai remarqué que lors des retours, quand on n'a pas envie de se présenter à sa famille, les migrants décident de rester, par exemple, à Dakar, de se faire une vie, de se prouver à eux-mêmes quelque chose. J'ai vu quelqu'un qui avait passé 10 ans comme sans-papier à Paris, qui est revenu par ce retour volontaire. Il a reçu 2000 € et il était devenu politisé et puis il avait envie de se prouver à lui-même qu'il existait. Fait que la première chose qu'il a faite, il est allé s'ouvrir un compte en banque quand il est arrivé à Dakar parce qu'au moins il pouvait voir son nom sur un papier, exister en quelque part. Et c'est simplement parti une entreprise de poulet qui allait vendre ensuite au petit restaurant de poulet rôti. Et pour lui, il était rendu au paradis, en fait.
c'est qu'il y avait, pour lui, la migration avait été un long détour pour finalement apprécier la vie en toute sincérité, donc en toute simplicité. Et donc, ce dont ça parle, cette histoire de cet autre migrant, c'est que le retour est une reconquête dans leur histoire, est une nouvelle conquête. Et quand on parle de l'inachevé, donc, c'est un récit qui n'a pas abouti. C'est une histoire qui offre pas de résolution et le retour implique une reconquête, donc une nouvelle histoire qui commence et souvent c'est un nouveau départ, comme parle Marie-Laurence. Donc pour revenir à cette histoire d'Omar qui revient bredouille de 14 jours en mer, il se fait mettre à part par le père. Le père arrête de lui parler, garde une distance froide. Le père est extrêmement déçu, se sent trahi par son fils et ne lui fait plus une place à l'épicerie. Et donc, Omar se retrouve forcé de repartir, cette fois-là en Mauritanie, pour se faire une vie, exister, faire des enfants, faire s'inventer une vie humble jusqu'à temps que son père, qui a des défis à son épicerie, qui a été saboté par les frères, rappelle Omar comme l'enfant prodige en fait, pour qu'Omar revienne prendre soin de l'entreprise familiale. Donc voilà. Et justement, le récit de l'inachevé, je pense que c'est intéressant de voir aussi à la fois, comme vous dites, c'est un récit qui n'a pas abouti, c'est un retour qui implique une reconquête et c'est aussi une nouvelle histoire qui commence, un nouveau départ. Et en même temps, vous avez bien expliqué aussi tous les tiraillements qu'il ressent quand il revient dans le pays. Et on se posait la question, Monsieur Janica, justement, est-ce que dans certains cas, cette population peut être soumise au racisme ou à une quelconque forme de discrimination dans son pays? Donc, Madame Lavigne évoquait déjà sur l'aspect de retrouver une identité quand on revient dans le pays, mais on peut également penser à d'autres formes de mise à l'écart, et vous l'avez déjà un petit peu évoqué dans votre intervention, mais s'il y a d'autres formes de discrimination ou de formes de rejet, tout simplement, de la société d'accueil de ces migrants mentaux. Il y a bien sûr de la possibilité qu'une migration, et surtout quand ce retour n'est pas préparé, arrive à l'exclusion, arrive à mener à l'exclusion du migrant, voire de l'autre exclusion. Il y a en psychiatrie, il y a un psychiatre qui a beaucoup travaillé sur la précarité en France, et dans ces thèses, ils sont aussi tout à fait pertinentes pour décrire ce qui se passe au Sénégal par rapport à le vécu des précarités, c'est-à-dire quand la société exclut une de ses membres, quels sont les effets psychologiques de cette exclusion? Donc, la perte de confiance en soi-même, la perte de confiance en l'autre et la perte de confiance par rapport à l'avenir. Alors, ces trois pertes de confiance, après, préparent les terrains pour la psychopathologie classique qu'on connaît, la dépression, la mélancolie, voilà, toutes des compensations aussi graves. Mais l'idée, c'est qu'à la base, c'est que j'avais essayé au début de ma recherche de décrire comme une pathologie de retour. En réalité, il n'est pas une catégorie nosographique en soi. C'est un ensemble des éléments qui favorisent ou pas l'insurgence de la maladie, de la structuration de la maladie. Donc, Madame Flo, tout à l'heure, parlait du fait que les migrants qui n'ont pas pu préparer leur retour ont plus des chances de repartir parce qu'ils n'arrivent pas à réintégrer leur pays. Du point de vue psychologique, moi, l'explication que je donne au niveau psychologique, c'est que la phase de préparation du retour, c'est aussi une phase de négociation.
de la place au sein de la famille, au sein du quartier, au sein de la nation. Donc, cette renégociation de sa propre place dans les pays est absolument fondamentale pour que les migrants soient réacceptés, réintégrés et aussi soutenus dans ces activités, dans ces entreprises. Il y a un cas qui m'a beaucoup marqué du monsieur qui était parti en Italie suite à la mort du père. Il était l'aîné, donc il devait partir. Et bon, la famille déjà, ils aimaient pas trop comment ils vivaient parce qu'ils avaient déjà 35 ans et ils passaient ses journées voilà, à la plage et ils s'amusaient. Ils n'avaient pas encore eu des enfants. Donc, à la mort du père, la famille propose de partir en Italie pour gagner l'argent et prendre le relais un peu de l'autorité du père et d'assurer aussi la survie de toute la famille. Ce monsieur, finalement, il décide de partir, mais bon, pas vraiment avec une motivation très forte. Il arrive quand même en Italie. Tout le monde à ces périodes-là réussit à avoir ses papiers, sauf lui. Et à ces moments-là, un jour, ils arrivent dans un café où il y a une bagarre, ils se mêlent, la police l'attrape et 2 jours plus tard, il se retrouve à Dakar à nouveau parmi les siens. Alors, ce retour n'a pas été accepté par la famille et les conséquences ont été catastrophiques pour ce monsieur parce qu'il a été complètement exclu de la vie sociale sénégalaise, c'est-à-dire des mariages, du baptême, personne ne l'adressait plus la parole. Et finalement aussi, sa chambre à lui, entre-temps, il y avait un frère qui s'était marié, donc il avait été donné au frère et son épouse. Et lui a eu un lit dans la chambre de petit. Donc, ce monsieur qui faisait à peu près le double de ma taille, donc il dormait dans une lit d'enfant, donc il avait vraiment plus de place physiquement, et il dormait avec les gens qui débordaient du lit, et ça a entraîné vraiment l'exclusion, et elle a été si poussée qu'il a fini pour entraîner ce que Fortos, ce psychiatre dont je vous parlais tout à l'heure, appelle l'auto-exclusion, la syndrome d'auto-exclusion. C'est-à-dire que c'est lui-même finalement qui s'est coupé du monde et à un moment donné, il a commencé à parler, il s'est acheté un mouton et il a commencé à lui parler en italien. C'était la langue qu'il avait appris pendant la migration. Donc ça montre comment l'effet miroir est absolument fondamental pour nourrir notre propre identité. Et quand l'autre il nous prive de son miroir, eh bien, on doit se reconstruire un nouveau miroir. Et ça, c'était le miroir que ce monsieur s'était construit. Bon, je ne plus pas plus que ça la description de ces cas, mais voilà, ça montre à quel niveau la violence symbolique peut arriver quand le retour n'est pas négocié et quand la personne n'arrive pas finalement à réintégrer sa société selon des règles qui sont silencieuses, mais qui ont des effets bien réels. Merci pour tout encore. Donc, vous l'avez dit juste à l'instant, donc la société du pays d'accueil pointe parfois du doigt ces ressortissants qui sont de retour dans leur pays d'origine. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de cet aspect-là des personnes qui reviennent dans leur pays, mais on ne parle pas souvent des personnes qui sont en pays, qui attendent qui attendent de leur entourage repartir au pays qui revient. Donc, je vois Madame Lavigne commencer à sortir la tête. Donc, évidemment, vous parlez des dommages collatéraux émotionnels et matériels qui compliquent ces relations intrafamiliales ou intracommunautaires. Donc, Madame Lavigne, je me tourne vers vous. Durant vos entretiens, est-ce que vous avez été témoin de ce type de comportement? Comme je vous disais tout à l'heure dans mon histoire, le personnage revient donc au pays
avec un secret très lourd, c'est qu'il a dû abandonner à la mer, dans la mer, la dépouille de son meilleur ami qu'il avait convaincu d'embarquer à bord des pirogues. Les deux étaient partis en catimini. Alors, le protagoniste revient chez lui et en fait, il s'en est un deuxième protagoniste. Il revient donc chez lui. Donc, ça, c'est plus le migrant. Donc, revient chez lui et ne dit pas qu'il était parti avec cet ami. Et donc, tout le monde cherche cet ami. Cet ami ne donne pas de nouvelles. Et lui, il est trop honteux de ne pas avoir pu lui offrir de rites funéraires décents. Il y a cette idée que si le corps n'est pas bien enseveli en terre avec le bon rite funéraire, l'âme va errer. Et donc, à partir de cet incident, donc quand ce migrant-là, en fait, me confiait qu'il avait dû abandonner la dépouille de son meilleur ami, et donc on était 13 ans plus tard à ce moment-là, et que ça faisait 13 ans qu'il l'avait dit à personne et qu'il n'avait pas annoncé le décès de son ami même à sa maman. Et donc souvent, il allait encore voir la maman de son ami pour lui donner des sous. Et donc, je me suis intéressée donc aux épouses et tous les membres des familles, en fait, de migrants qui sont partis ou des migrants qu'on s'imagine qui sont partis. Parce que quand il y a plusieurs jeunes hommes dans un village qui part tout le monde en même temps, puis que c'est comme une espèce d'épidémie, quand ton fils, à un moment donné, disparaît, ben, t'en déduis qu'il a embarqué sur les pirogues, mais il n'y a rien qui t'en assure. Alors, s'il ne donne pas de nouvelles, les femmes, les épouses, les pères se retrouvent un peu entre ciel et terre et ne parviennent pas à trouver la paix du cœur et donc à faire le deuil de leur fils. Parce qu'on ne sait jamais, il peut revenir, il est peut-être en quelque part sur les routes, il est peut-être dans une prison, peut-être qu'il fait de l'argent mais qu'il va revenir plus tard. Ça s'est vu, des migrants qui reviennent au bout de 40 ans qui ne donnent pas de nouvelles pour ne pas être poursuivis par les familles. Et donc, ces mères vivent ce qu'on appelle, ces proches en fait, vivent ce qu'on appelle la perte ambiguë. Que les proches savaient ou pas. Donc, elles sont toujours en état d'attente jusqu'à temps qu'une parole valable vienne leur dire que finalement, on croit qu'il est mort. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut faire le rite funéraire et que finalement le nom de cette personne-là se retrouve à la fin des prières et qu'on puisse nommer ce nom-là comme un ancêtre. Et donc, c'est très important dans ce processus de deuil qui ne peut pas se faire. Et en fait, souvent aussi, les proches vont voir des guérisseurs pour demander s'ils peuvent avoir une vision de l'être disparu. Puis, souvent, ils disent, donc l'âme, si elle est jetée en mer, elle est encore, si le corps est jeté à la mer, l'âme est encore considérée comme étant sur terre, en train d'errer. Donc, quand les guérisseurs sentent que l'âme est encore là, ils ne sont pas sûrs non plus si c'est parce que simplement les rites funéraires n'ont pas été faits convenablement. Et donc, j'ai photographié la mission de la Croix-Rouge qui voulait inscrire le nom des gens qui font des recherches. Donc, en fait, c'est des bénévoles de la Croix-Rouge qui partent sur les routes du Sénégal pour faire remplir des demandes de recherche aux proches de migrants disparus. Et donc, c'était juste très touchant, en fait, de participer à cette mission. Et ensuite, ces demandes de recherche entrent dans une grande... dans des données, en fait, d'un programme qui s'appelle la réunification familiale. Et c'est un programme qui existe, en fait, depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'était pour que les familles des populations dispersées puissent se retrouver
Et donc, si vous allez sur Internet, vous pouvez voir dans ce programme qu'on met la photo non pas du migrant disparu parce que légalement, malheureusement, c'est pas possible, parce que peut-être que cette personne-là fait sa vie en quelque part puis ne veut pas donner de nouvelles à la famille, mais on met les photos des proches, puis avec une petite bulle qui indique je recherche mon fils. Et donc voilà. Donc oui, voilà, je me suis intéressée aussi à ça, puis ça fait aussi partie de l'histoire du film. Un peu, finalement, la perte ambiguë, on peut imaginer un peu comme, par exemple, Pénélope dans l'Odyssée qui attend Ulysse, finalement. C'est un peu un personnage... Oui, c'est exactement ça, ouais. Ouais. Mais en fait, quand on parle de la reconquête de l'espace intime au moment du retour, ça ressemble beaucoup aux histoires de migrants, parce que quand ils reviennent, l'ordre n'est plus le même que quand ils sont partis. Ulysse, son palais est menacé, donc il doit trouver, après tant d'années d'errance, trouver la vitalité qu'il faut pour retrouver son centre chez lui. Et donc, c'est la reconquête de l'espace intime. Ouais, ça représente beaucoup l'histoire du migrant. Merci beaucoup, Mme Lavigne. Et donc, pour une question générale, du coup, à tous nos intervenants, en travaillant sur cette table ronde avec Corentin, on s'est rendu compte qu'on avait des difficultés, en tout cas, à trouver des sources sur ce sujet. On s'est rendu compte que voilà, le sujet de la migration de retour et des diasporas revenant, les diasporas qui revenaient dans leur pays d'origine, ce sujet-là était peu abordé. Et donc, on se posait la question de savoir pourquoi, au final, ce sujet est peu évoqué dans l'espace public, dans l'art ou dans la recherche académique. Est-ce que vous y voyez une explication particulière? Je ne sais pas qui veut commencer. Moi, je veux bien dire quelque chose. C'est vrai qu'en général, l'accent est souvent mis sur l'immigration et sur l'intégration des migrants dans les pays de destination, moins sur le retour. Mais quand même, j'ai l'impression que c'est un sujet qui est de plus en plus abordé. Il y a de plus en plus de recherches, en tout cas, qui sont réalisées, je veux dire, depuis une dizaine d'années dans la recherche académique, et surtout par des sociologues et des anthropologues, par des géographes aussi. Alors, il faut peut-être corréler au fait qu'il y a un intérêt croissant de la part des politiques. Voilà, aujourd'hui, pour les personnes qui entendent vouloir gérer l'immigration, la question du retour est vraiment incontournable. Et donc, oui, de fait, il y a un besoin de connaissances, ce que les chercheurs, à mon avis, souhaitent combler. Mais voilà, ça c'est... Est-ce que vous voyez une certaine corrélation par rapport à la crise migratoire? Et je pense que c'est, en Europe en tout cas, je pense une dizaine d'années maintenant. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y a une corrélation ou c'est vraiment d'autres explications qui a lancé ce courant un peu dans la recherche? Oui, je pense que le fait que le retour soit vraiment central dans les politiques, ben, ça fait en sorte qu'il y a aussi de recherches qui sont menées sur ce sujet-là. Je ne sais pas ce que les autres en pensent. Moi, je pense que comme c'est dans les pays riches qui dominent, c'est eux qui racontent des histoires, en tout cas en cinéma. Je veux dire, ça change tranquillement, mais je veux dire, donc si c'est les pays qui ont du pouvoir qui racontent les histoires, ben c'est les histoires qu'ils voient. Puis comme le retour se fait ailleurs, ils en sont moins conscients, moins touchés, moins bouleversés par ça, mais tranquillement, ça change. Il y a un excellent film sur Netflix par une réalisatrice sénégalaise sur les migrants et ceux qui attendent, en fait. Et donc, avec les revenants. Donc, je vais peut-être pendant que ça continue, je vais regarder le titre. J'ai oublié le titre, mais donc, oui, tranquillement, il y aura plus de diversité dans le cinéma mondial. Monsieur Janica, est-ce que vous aviez un apport particulier sur un regard sur justement le manque ou en tout cas peut-être le peu de matière sur cette question-là en particulier?
De mon point de vue, à la différence de Madame Flo, qui, comme je vous ai dit, les démographes, les économistes, les sociologues aussi s'étaient intéressés de la question du retour depuis un certain moment, depuis les années 60 environ. Du point de vue de la psychologie, de la psychiatrie, en fait, cette absence est très étonnante. Parce que en psychologie, vous savez, dans les mondes académiques de la recherche, on essaye toujours, les chercheurs font un peu ça, et ils cherchent toujours à être un peu originaux, à trouver une nouvelle terrain pour ouvrir de nouvelles pistes de réflexion, d'être les pionniers d'un nouveau sujet. Et donc, un sujet aussi large, aussi important, était très étonnant, qui n'avait pas été traité d'une manière approfondie pendant tout ce temps-là. Bien que les retours, les phénomènes du retour, ça ne date pas d'hier, parce qu'il y a eu plusieurs vagues de retours associées aux crises économiques qui se répètent et se sont répétées tout au cours du XXe siècle. Déjà aux années 40, il y avait des programmes d'aide au retour. Ce n'est pas non plus Nicolas Sarkozy qui l'avait inventé ça. Donc, il y a eu aux années 60 aussi encore une grande vague de retours en Algérie, en Tunisie. Et voilà, au début des années 2000, notamment après la crise de 2008, il y a eu encore des retours. Selon moi, j'ai essayé vraiment de me questionner et j'ai trouvé des explications par rapport à la question de ce qu'on avait déjà, un thème qu'on avait déjà abordé, c'est-à-dire la question de la honte. Parce que c'est un affect tout à fait particulier. Et quand on le traite de la clinique, la honte a quelque chose de contagieux aussi. Et donc, le fait de pouvoir partager une certaine expérience n'est jamais simple, ni pour la personne que pour les patients, ni pour le thérapeute. Donc, il y a des effets de résonance, je trouve, de cet affect au niveau des institutions qui se répètent aussi, on peut observer dans leur résonance aussi dans le monde de la recherche. Il y a aussi une question qui est une question liée à l'histoire et à la politique. C'est-à-dire que nous, on doit imaginer, on ne peut pas oublier qu'il y a des tabous qui sont des tabous politiques et des tabous sociaux. C'est-à-dire que, par exemple, le fait en Europe depuis 2008, moi je pense, j'ai largement explorer ça avec certaines personnes au Sénégal, certaines institutions, le fait que les Européennes, ils continuent de se plaindre, surtout une partie de la politique, du fait qu'il y a de la migration, il y a une pression migratoire très forte sur les frontières européennes. En même temps, cette migration et cette pression témoignent d'un certain bien-être qu'on vit. Et le fait de voir qu'il y a des vagues de retours liées à la crise économique est un signe de cette crise économique. Donc, voir les gens qui ne frappent plus à notre porte pour demander du pain, ça veut dire qu'on n'a plus du pain non plus. Et ça, c'est difficile à avouer pour un continent qui a l'habitude d'être une puissance mondiale. Après, il y a aussi une difficulté et les tabous dont on a parlé, les secrets, l'impossibilité de dire et de reconnaître d'avoir échoué dans sa propre mission, ça se sent aussi au niveau de l'État. Les États, ils ont toujours une attitude ambiguë vers les migrants, des retours,
parce que voilà, quelqu'un qui part, c'est quelqu'un qui amène de l'argent, le Sénégal, l'Afrique de l'Ouest, les pays, ce qu'on appelait avant le pays du tiers-monde, les pays qui sont en train de se développer, ils ont beaucoup bénéficié des apports de migrants qui étaient en Occident. Donc le fait de décourager les retours, c'était une manière de maintenir active cette source de financement, sauf maintenant que les retours deviennent un motif dans certains pays de propagande. On a écouté la collègue qui parlait des Landes et du fait qu'il y a un intérêt à Bollywood de faire la publicité de ces retours réussis et de peindre les revenants comme quelqu'un qui a des succès. Et en même temps, au Sénégal, ce que j'ai pu remarquer, c'est que le président Wade, depuis un certain temps, depuis plusieurs années, travaille à la construction d'une identité nationale et une sorte de ce qu'on pourrait appeler, en utilisant un terme psychologique, renarcissisation de la nation, c'est-à-dire construire une identité nationale en opposition à cette identité des pays exploités. Je ne sais pas si vous connaissez ces statues qui a été construit sur la colline qui domine Dakar. C'est une statue qui montre un homme tout puissant, hyper musclé, on dirait un super-héros de Marvel, qui sort de la colline et qui porte dans ses bras une femme et un enfant, se tire derrière lui. Donc c'est une statue géante, ça fait 50 mètres de haut, ça évoque un peu la statue de la liberté. Et c'est une statue qui a été consacrée à la décolonisation. Donc là, aujourd'hui, au Sénégal, les discours politiques de la décolonisation s'est nourri aussi du fait qu'il y a des migrants qui reviennent parce que le pays elle est devenu un pays attirant. Il est devenu un pays qui offre les mêmes qualités de vie, voire une meilleure qualité de vie de ce qu'on peut trouver en Europe. Voilà, donc la politique jusqu'à là, probablement, il ne trouvait pas son intérêt et aujourd'hui, cet intérêt, il est bien là et on voit les mêmes phénomènes apparaître dans beaucoup de pays. Le fait de ces programmes d'aide au retour adressés vers une certaine population de migrants, surtout ceux qui ont étudié, qui se sont formés, les cadres, témoignent d'un désir de reconstruire une image nationale. Comme vous venez à peine de l'évoquer, oui, c'est comme si ce retour au pays, ce retour de cette diaspora s'ancrait finalement dans la construction du mythe national, comme vous l'avez évoqué pour le Sénégal, comme nous l'avons vu dans la vidéo introductive pour le Ghana. Et surtout, c'est, je pense, assez fort en Afrique pour essayer de recréer cette image, une sorte de patriotisme autour de codes propres à chaque pays. Merci en tout cas, merci à vous d'avoir répondu à toutes mes questions. Dernière petite interrogation dans la petite question. Est-ce que vous aimeriez revenir sur un thème qui n'a pas été abordé, sur un sujet que vous auriez aimé discuter durant cette table ronde, avant de prendre des questions? Moi, je voulais juste donner le titre du film que je vous recommande, qui est un premier film d'une réalisatrice sénégalaise qui s'appelle Atlantique. Elle s'appelle Mati Diop. Au Canada, on peut la voir sur Netflix, mais il semble ici qu'en France, je ne sais pas où le trouver, mais bon, ça ne sera pas si dur, je suis sûre. Donc, Atlantique. Très bien, merci beaucoup, on prend note. Donc, j'imagine qu'on a bien fait notre travail sur les questions, qu'on a essayé de brosser pas mal de sujets. C'est un sujet tellement vaste que c'était compliqué à la fois de parler des raisons du départ, donc du pays hôte, parler du départ en lui-même, de toutes les questions de dispositifs, de procédures, l'intégration ou la non-intégration, également parler des pertes ambiguës avec Mme Lavigne. Donc merci en tout cas à tous
d'avoir répondu à toutes ces questions. Voilà. Du coup, on va passer à une phase de conclusion et une phase de questions. Très bien. Et donc, on voulait tout d'abord vous remercier pour tous ces retours et cet échange sur un sujet qui était très complexe à dénouer. Vos échanges ont démontré des intuitions qu'on avait déjà auparavant en préparant la table ronde, mais on a appris énormément de choses enrichissantes sur ce sujet, et parce qu'on voit que justement le questionnement qu'on a porté, il a l'intersection entre justement les questions d'identité, le modèle des sociétés plurielles, des parcours migratoires qui sont complexes, mais aussi des solidarités familiales et communautaires. Et l'immigration de retour aussi vient de remettre en question des modèles de sociétés plurielles dans les pays européens, entre autres, mais aussi les modèles de société dans les pays d'origine qui ne perçoivent plus toute la complexité de la personne migrante qui est tiraillée entre le pays d'origine et le pays hôte. Parce que comme vient d'évoquer Panouga, dans certaines situations, le retour au pays ne semble pas vraiment possible à cause de la situation économique précaire, le manque d'opportunités ou de futurs prospères, comme vous l'avez évoqué, Madame Flao. Rentrer au pays semble, dans ces conditions, davantage plausible en cas d'une stabilité économique et sociale dans le pays hôte. En cas de retour, la réintégration n'est pas non plus aisée. Donc, je ne dis pas qu'elle est impossible, elle n'est pas non plus aisée. Les cheminements de vie et les expériences divergent pendant ce laps de temps entre les populations restées au pays et celles qui sont parties. L'individu de retour au pays peut parfois bien se réintégrer ou peut parfois être soumis à l'exclusion, voire s'auto-exclure. Dans le cas de la procédure sociale que vous avez évoquée, les nouvelles habitudes, les accents ou d'autres codes sociaux sont pointés du doigt, ce qui pousse certaines de ces populations à se réunir en gated community. Dans certains cas également, les migrations de retour témoignent aussi de la fluidité des identités de nos sociétés grâce à des échanges riches entre pays, cultures et individus. Les diasporas portant, elles, des croisements d'identités, de valeurs, de pratiques qui correspondent à l'individu du XXIe siècle, dans lequel nous vivons. Il est de partout et de nulle part à la fois. Cette idée revient aussi questionner la notion d'État-nation. Qu'est-ce qu'une État-nation? Est-ce qu'un État est composé d'une seule nation ou peut-il être multiculturel? Est-ce que ce système, cette structure peut fonctionner? Pourtant, le socle de compréhension du monde actuel, on pourrait également se demander quelle place occupent les diasporas qui défient les frontières physiques et culturelles. Et nous finirons avec une citation de Stéphane Dufoy qui définit le terme de diaspora. Donc la diaspora qui regarde le passé et qui regarde l'avenir, qui invite à penser la dispersion, soit comme un état de manque, soit comme un état de complétude. Dans un cas comme dans l'autre, on trouve toujours l'origine. Donc voilà. On vous laisse avec cette très belle citation et on va maintenant prendre des questions de nos auditeurs. Et donc nous avions une première question qui vous était adressée. Donc, un auditeur voudrait savoir justement quel est votre regard, quel est le regard, l'expérience que vous avez par rapport aux politiques migratoires, notamment européennes. Donc, je vous relis la question. Donc, quel regard, l'expérience que vous avez vous donne sur les politiques migratoires, notamment européennes? La question est destinée à tout le monde, donc si une personne veut prendre la parole pour répondre, je peux aussi vous la réécrire si besoin, peut-être vous la préciser. Les politiques migratoires européennes, elles sont de plus en plus restrictives à l'égard des ressortissants des pays tiers. Alors, les politiques, en fait, elles visent différents types de migrants. Et on voit que si on suit l'évolution, donc là je parle en fait à partir d'analyses qui ont été faites à partir des données d'EMIC Policy, donc c'est un projet qui étudiait les déterminants des migrations internationales et qui a fait une base de données sur l'évolution des politiques migratoires. Donc, selon les catégories de migrants, on sait si l'introduction d'une nouvelle politique migratoire, selon les différents sujets et selon qui elle vise comme migrants, sont plus ou moins restrictives par rapport à la situation précédente. Et donc, on voit donc plus ou moins restrictives, c'est-à-dire on voit si les droits des migrants sont réduits ou alors si elles sont plus libérales, si plus de droits sont accordés aux migrants par rapport à la situation précédente. Et donc, quand on regarde l'évolution de ces politiques envers les ressortissants des pays tiers, eh bien, on voit qu'elles sont devenues globalement de plus en plus restrictives, en particulier pour les migrants irréguliers, pour les demandeurs d'asile
On voit que pour les travailleurs hautement qualifiés, eh bien, il y a eu quelques assouplissements. Mais donc, voilà. Mais donc, il faut bien, en fait, quand on parle de politique migratoire, ça englobe beaucoup de choses. On peut distinguer les politiques qui réglementent, qui contrôlent l'entrée sur le territoire des pays européens. Il y a les politiques qui réglementent plus le séjour, donc qui ont trait aux conditions de détention, à l'acquisition de la nationalité, à l'accès au logement, à l'accès aux services de base. Enfin, il y a plein de choses. Et puis alors, il y a aussi des politiques qui ont trait au retour. Et là, on voit qu'il y a des politiques qui sont au cours du temps, enfin, surtout à partir des années 2000, en Europe, les pays ont commencé à mettre l'accent sur le retour et à développer des programmes pour encourager les migrants à retourner, ou alors des mesures pour expulser, faire des accords de réadmission avec les pays d'origine, etc., pour que les migrants retournent dans leur pays. Et ces politiques-là, elles visent avant tout les migrants en situation irrégulière et puis les demandeurs d'asile. Merci beaucoup. On va passer la parole à un membre de l'Observatoire Pharos qui a également une question. Je crois que c'est Jonas. Oui. Bonjour, je m'appelle Jonas, je travaille à l'Observatoire Pharos. Merci beaucoup pour vos interventions très riches et très détaillées. Moi, j'ai une question à laquelle vous avez un petit peu répondu. Ce serait dans le cadre d'un retour choisi et pas forcé, justement dans le cadre des études, par exemple. Vous avez évoqué l'accueil qui peut être difficile, qui pourra s'ajouter aux conditions de vie qui peuvent chuter. Et donc, ma question, ce serait de savoir qu'est-ce qui peut peser dans la décision de quelqu'un, d'un étudiant qui ferait une migration de retour, à part cette envie que vous avez évoquée de développer le pays. Et ensuite, sur quel levier travailler pour justement pour encourager ces migrations de retour? Est-ce que c'est au niveau de la société d'accueil qu'il faut faire un travail, au niveau des politiques publiques, comme vous avez évoqué avec le cas de l'Inde, ou si c'est plutôt au niveau de l'individu, du migrant et de ce choix qu'il a à faire entre le sacrifice individuel et collectif, entre guillemets, pour résumer. Je vous remercie. Si vous voulez, je peux apporter mon expérience. Vous m'entendez? Oui. Par rapport à cette recherche, en fait, c'est un sujet sensible. En tant que clinicien qui travaille dans le champ de la migration, je suis obligé à chaque fois de me positionner aussi politiquement. Isabelle Lavigne, tout à l'heure, parlait de l'ethnopsychiatrie. Eh bien, l'ethnopsychiatrie ou la psychologie transculturelle ou interculturelle, que c'est un peu plus voilà, ma référence théorique, oblige les cliniciens à prendre des positions aussi politiques, parce qu'il faut bien avoir une idée de ce qu'on fait et quelles conséquences ont nos actions et nos choix. Alors, à propos de la migration des retours en particulier, vous avez dit comment pouvoir encourager la migration des retours. Moi, personnellement, je n'ai rien fait pour encourager la migration des retours dans mon métier, et je ne vois pas l'intérêt aussi d'encourager la migration des retours. Je ne vois pas pourquoi on devrait pousser quelqu'un à rentrer. S'il veut rentrer, eh bien, on lui met à disposition des outils pour le faire. Ma position éthique, c'est de soutenir les désirs de la personne et de ne pas le manipuler, si vous voulez. Évidemment, il y a des institutions, on parlait tout à l'heure des États, les nations, les pays européens qui veulent se libérer des ouvriers inactifs qui donc peut-être qui touchent le chômage, qui sont devenus un poids pour les caisses d'État et pas une source de contributions et de revenus. Il y a des pays qui, pour plusieurs raisons, peuvent encourager et vouloir voir ces flux des migrants de retour augmenter pour les raisons qu'on a expliquées tout à l'heure. Questions identitaires, de questions de propagande, mais voilà, il n'y a pas d'intérêt, selon moi, à pousser quelqu'un à faire un choix plutôt qu'un autre. Il faut, à mon avis, trouver la manière de développer plutôt des canaux légaux
pour que les personnes puissent se déplacer librement et que les droits à la mobilité, pour que les droits de la mobilité soient garantis à tout le monde. Comme voilà, un Européen peut partir n'importe où, je ne vois pas pourquoi les autres ne peuvent pas faire un pareil. Donc, c'est une question des droits de l'homme. Ça doit être un droit fondamental. Merci. Merci en tout cas pour tous vos discours. Ah, pardon, vous avez encore une question. Oui, Pardon. j'avais une dernière question. Rebonjour. Moi, ça concerne les problématiques qui peuvent être rencontrées par les locaux. Notamment, on a pu voir des extraits de films indiens ou bien même le président ghanéen qui encourage les personnes de la diaspora à revenir. Ces personnes-là qui sont le plus souvent hautement qualifiées, qui ont des diplômes, qui parlent plusieurs langues, etc. Moi, je voulais savoir s'il n'y aurait pas une concurrence un peu déloyale qui risquerait justement d'attiser des tensions entre, d'une part, les diasporas de retour et les populations locales qui, elles, n'ont pas eu l'occasion forcément de s'expatrier ou d'aller à l'étranger, parce que là, c'est vrai qu'on s'est beaucoup focalisé sur la partie émotionnelle, sociétale, etc. Le sentiment que rencontrent justement les migrants de retour, mais pas forcément les personnes locales vis-à-vis de ces personnes-là de retour. Voilà. Je ne sais pas si la question elle a été comprise ou pas. En fait, moi, je vous demanderais de reposer la question parce que je n'ai pas compris exactement le sujet. Alors, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce que, justement, les migrants de retour dans leur pays d'origine ne seraient pas, justement, à l'origine de tensions avec des populations locales, notamment vis-à-vis du travail, vis-à-vis d'opportunités qu'ils pourraient, eux, avoir, mais pas les populations locales. Je ne sais pas si, à travers vos travaux, vous avez pu, justement, constater ce type de problématique ou non. Si vous me permettez, je poserai la question à Madame Flo parce qu'elle a travaillé aussi sur d'autres nations. Moi, ma réponse, je vais vous la partager tout à l'heure parce que je suis en train de mener un projet de réinsertion, d'animer un projet de réinsertion en Guinée-Bissau, au Conakry et au Sénégal. Mais je voulais savoir aussi, dans l'expérience de Madame Flo, il y a ces phénomènes aussi, s'il y a un impact. La réponse de M. Djanika m'intéresse beaucoup parce que je n'ai pas travaillé directement sur la question, en fait. Donc là, c'est vraiment s'intéresser à ce que les populations non migrantes pensent des migrants de retour. Non, je suis plus intéressée à l'aspect migrants de retour, mais pas à l'aspect, pas au point de vue des non migrants, désolé. Bon, alors, je vais vous répondre à partir, pas de cette recherche dont je vous ai parlé, mais d'un projet actuellement que je mène actuellement au Sénégal, en Guinée-Bissau et en Guinée-Conakry. Il s'appelle Projet Migra et c'est un projet qui est porté par 3 ONG italiennes qui collaborent avec des ONG locales. Et donc, on a ajouté un volet psychosocial à un programme classique de réinsertion économique. Alors, le problème, c'est que nous, on a créé un volet, on a proposé d'intégrer des groupes d'entraide et d'autres activités de suivi individuel aux migrants de retour, donc les bénéficiaires qui sont dans les pays. Et on a rencontré beaucoup de difficultés parce qu'au cours des 15 dernières années, les Nations Unies et beaucoup de grandes organisations qui opèrent dans ce terrain ont pris l'habitude de payer des pourboires aux bénéficiaires des programmes d'aide au retour.
et aussi aux bénéficiaires de programmes de promotion de la santé publique pour la VIH ou pour les cancers ou je ne sais pas, pour d'autres. Donc, il y a toute une sorte de population. Il y a des professionnels, c'est que mes collègues guinéennes appellent maintenant les professionnels assistés. C'est-à-dire, il y a tout un groupe de personnes qui sont devenues les bénéficiaires de plusieurs projets. C'est devenu presque un métier d'être un assisté par les ONG. Donc, je participe à tel groupe d'entraide plutôt qu'à telle campagne de promotion de la santé. Et du coup, c'est très difficile de mener des activités qui ne prévoient pas un retour économique. Ça, oui. Et ça a un impact aussi sur les personnes qui, par rapport aux migrants de retour en particulier, pour les personnes qui ne sont jamais parties, parce que les migrants de retour maintenant bénéficient d'aides pour développer des entreprises. Et ces mêmes aides, elles ne sont pas garanties à des personnes qui ne sont jamais parties. Donc, évidemment, il y a des conflits qui puissent se développer. Il y avait un sociologue qui disait à propos du Maroc que pour passer au-delà du mur de la Médina, donc pour arriver dans la cité, de la partie de la ville plus riche, plus aisée, où il y a les grands bâtiments, c'était plus facile de passer par l'Europe que de passer les murs. Parce que les murs de la société, les limites internes à la société, ils sont beaucoup plus strictes. Donc là, c'était une métaphore du rôle de la migration et de le potentiel d'ascension sociale qui donne la migration. Merci beaucoup. Merci pour votre réponse. Je crois qu'on arrive bientôt à la fin de notre temps. Et je voulais prendre ce temps encore une fois pour vous remercier chaleureusement d'avoir pris le temps d'être avec nous et d'avoir échangé avec nous sur ce sujet qui est extrêmement intéressant. Et je pense qu'on peut encore continuer à en parler longuement dans une autre table ronde si on y arrive à nouveau. Et vraiment encore merci de votre temps et de vos apports. On espère pouvoir continuer à travailler avec vous et sur d'autres projets. Et on espère vous voir sur nos prochaines tables rondes qui seront annoncées sur les réseaux Pharos. Donc un grand merci à vous pour votre présence. Nous tenions également à remercier toutes les équipes de Pharos de nous avoir permis de faire cette conférence. Donc ça a été long, ça a été compliqué, mais on a pu finalement mener à bien cette conférence. Donc merci en tout cas à tous. Merci à Pharos, merci à Aminata Dia et Jonas Razonadrakoto pour leur soutien, pour la technique durant cette conférence. Et n'oubliez pas que Pharos, chaque semaine, ce sont des veilles thématiques. Et chaque mois, ce sont des veilles également sur je ne sais plus, il y a une centaine de pays qui sont compris dans ces veilles. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour la prochaine conférence de Pharos. Et sachez qu'on va diffuser cet enregistrement sur YouTube, donc qu'on vous retransmettra. Donc n'hésitez surtout pas à échanger avec nous si jamais vous avez d'autres idées, table ronde ou autres. On est vraiment preneurs. Merci. Bravo pour votre travail. Je ne connaissais pas Pharos et je trouve que c'est une plateforme extraordinaire pour le partage des savoirs et connaissances. Et j'ai appris beaucoup à écouter et à participer à cette table ronde. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Merci à vous. Merci à vous. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Excellente soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.